On va voir si vous m'écoutez bien. Oui, merci. On va voir si tout fonctionne. Oui, très bien. Alors, je vais parler de Picasso Miro Chassé-Croisé, qui était un petit livre, il n'est pas trop gros, que j'ai fait il y a beaucoup d'années, mais je pensais que pour un congrès d'histoire de l'art, c'est un sujet différent, un peu plus originel, pas trop serré, mais c'est aussi précis parce que ce sont les influences mutuelles entre Picasso et Miro, et aussi parler un tout petit peu de son amitié qui est peu connue du public en général. Commençons donc cette conférence. Dans toutes les époques, le regard de l'artiste est un dispositif complexe qu'inclut le souvenir de tout ce qui a été peint ou sculpté. Mais les chassés-croisés entre artistes ont été peu étudiés parce qu'eux-mêmes, les artistes, refusent très souvent la comparaison stylistique. Picasso et Miro étaient beaucoup plus unis que ce que l'on dit. Ici, on voit une image déjà des années 60 d'une rencontre dans le Midi chez Picasso avec Miro à sa droite et avec les deux petits-fils de Miro. Miro en a eu 4, mais c'était le plus âgé qui était des enfants ou des adolescents à l'époque. Ils étaient, comme vous savez, très différents, Picasso et Miro. Les timides Miro, par opposition au fougueux et brillant Picasso, les minutieux et ordonnés Miro, par opposition à l'accumulateur de débris qui était Picasso. On pourrait même dire le fidèle Miro par opposition au homme à femme, presque un Don Juan qui était Picasso, comme tout le monde sait. Mais comme j'ai expliqué dans mon livre Picasso-Miro Chassé-Croisé, non seulement Miro a subi l'influence de Picasso, mais aussi l'artiste andalou a très bien regardé l'œuvre de Miro, spécifiquement entre 1926 et 1932, et en a subi son rayonnement. La première image que je vous passe, c'est un incroyable dessin que j'ai pu voir, que j'ai découvert dans une exposition intitulée Jeux de Naples, que peut-être, si vous habitez Paris, quelqu'un ici l'a vu. Ça s'appelait Jeux de Naples, les artistes se mettent à table, qui était faite au Pavillon des Arts en 1995. Ce dessin, il est daté 1er août 1944 et signé par Joan Miró, mais en fait, c'est un dessin de Picasso qui parodie, comme vous allez voir, l'art de Miró. Je vous rappelle que Miró était rentré en Espagne parce que c'était l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale en 1939 et en 1940, lors de l'invasion des Allemands à Paris et en Normandie, où il logeait à l'époque, il est rentré en Espagne et il y est resté. Quoiqu'il était antifranquiste, comme nous savons tous, il était très préoccupé par trois thèmes, par trois choses qui vraiment, c'était un cauchemar pour lui. C'était la santé de sa vieille mère, la sûreté pour sa petite fille Dolores, qui avait 5 ans à l'époque, et en plus, il y avait la pression de sa femme Pilar de Juncosa de Miró, que j'ai très bien connue, j'ai aussi connu Miró. Mais Pilar était une femme forte, avec un grand caractère, et vraiment c'était une grande influence sur Miró. Et il lui a dit, mais il faut que tu retournes à ta terre natale, parce qu'il faut dire que pour Miró, sa terre natale, la Catalogne, était fondamentale, parce que c'était l'endroit qui était l'inspiration de son art. C'était la Méditerranée, ce qu'on appelle le Campo de Tarragona, le champ de Tarragona, où ils avaient la Masia, et en général, c'était l'Espagne, mais surtout la Catalogne. Ça faisait donc 4 ans qu'il n'était plus en France, Miró, quoiqu'il y a eu une exposition à la galerie Jean Boucher en 1943 sans sa présence. Picasso, comme on voit ici, aimait imiter ses collègues. Il aimait même signer des tableaux des autres, comme il l'a fait pour Oscar Domínguez. Il aimait, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, où tout le monde passait faim, froid, et évidemment des limitations, et les artistes ne vendaient pas de tableaux. Il aimait aider les artistes qu'il aimait, pas les autres, seulement ses amis, et quelquefois il signait des œuvres des autres. Il signait Picasso pour qu'ils les vendent et ils ont assez d'argent pour vivre. Ces dessins est très révélateur de ce que Picasso retenait de l'art de Miró.
Il se rappelait de ces figures linéales, comme vous voyez, contorsionnées et méandriques, et il se rappelait du grand pied, très typique de Miro, des étoiles de Miro et des 3 cheveux qui symbolisent toute la chevelure. Ici, on voit un dessin qui s'appelle La statue de Miro de 1926, où l'on voit cette idée très très commune à Miro d'un énorme pied ou quelquefois une énorme main. Mais Miro disait très souvent que le pied, c'est ce qui nous attache à la terre, et c'est pour cela qu'il le faisait aussi grand. Mais aussi, Picasso a fait une petite blague. Vous voyez le chien ridicule d'en bas, qui est une allusion au merveilleux chien du chien aboyant à la lune de Miro. C'est un tableau magnifique de 1926 qui a été très connu, très fameux de qui l'a peint, et qui c'est ces merveilleux chiens qui semblent interroger le firmament. Picasso a même gratté un soleil et une étoile dans le papier, des procédures qui étaient très utilisées autant par lui que par Miro, et il a aussi ajouté des petites taches rondes et colorées comme faisait Miro. Picasso et Miro se sont connus à Paris et pas à Barcelone, comme quelquefois on a dit, lorsque le ballet Parade fut joué en 1917. En 1917, Miro était trop jeune, il n'était qu'un jeune artiste timide et il est allé au ballet Parade, mais il n'a pas osé saluer le maître. Mais en 1920, Miro s'en va pour la première fois à Paris, où après, vraiment, il y habitera jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en revenant de la Catalogne, mais tous les hivers, il était à Paris. Et il est allé pour la première fois en l'année 20, anxieux de trouver une exposition là-bas. Comme la mère de Picasso et la mère de Miro se connaissaient et étaient amies, Miro a dit qu'il allait à Paris, et c'est une idée très souvent très commune dans les familles qu'on donne un petit paquet, quelque chose pour l'autre qui est à Paris. Et la mère de Picasso lui a donné une ensaïmada, qui est un gâteau majorquin, typique de Majorque, de la part de la mère de Picasso au peintre. Et pour 2 fois, Miro est allé au studio de Picasso sans le trouver. Mais il était si bien élevé qu'il n'a pas osé manger l'ensaïmada. Et alors, quand à la 3e fois, il est arrivé au studio de Picasso, l'ensaïmada était complètement sèche, comme on peut imaginer. Picasso, comme il était très sympathique et très ouvert d'esprit et très sociable, il a dit « Mais jeune homme, pourquoi vous ne l'avez pas mangé ?» lui a rétorqué Picasso. Mais depuis cette première visite, Miro explique dans des lettres à des amis que Picasso lui a invité toujours à le visiter et qu'il montrait beaucoup d'intérêt à voir ses œuvres. Et quand Miro retournait les étés à Montrouge, à la maison de campagne de ses parents, la Masia, que l'on voit ici dans le fameux tableau qui est à Washington maintenant, quelquefois il écrivait à Picasso. Dans une de ses lettres, il écrit une fameuse phrase. Il lui dit, et je cite, « Je suis retourné à Barcelone. Effet écœurant. L'intellectualité vit avec 50 ans de retard, manque de tempérament et beaucoup de prétentions. Je suis d'accord avec vous que pour être peintre, il faut rester à Paris. » Fin de la citation. Et il ajoutait « Europe et la campagne », c'est-à-dire Paris et les paysages de Tarragona qui l'inspirera toute sa vie. Il faut dire que Picasso, non seulement il a été un maître pour le jeune Miro, mais aussi il a fait de mentor de Miro en l'introduisant à Paul Rosenberg en 1921 et après à son frère, l'autre galériste, Léonce Rosenberg, qui était le directeur de la galerie Les Faux Modernes. Et c'est Rosenberg qui lui a placé La Ferme, le tableau que nous voyons ici, au salon d'automne de 1922. En septembre 1926, Picasso visite Barcelone avec sa femme russe Olga Koklova. Très amateur du flamenco, comme on va voir ici, ils vont ensemble au Parallelo, la rue des cabarets et des boîtes de nuit pour écouter le flamenco.
Et on peut se souvenir que Picasso aimait beaucoup le flamenco parce qu'on a cette merveilleuse photo très peu connue de la famille de Picasso à Barcelone. Ils habitaient le Paseo de Gracia où l'on jouait la guitare très souvent le soir. C'est une photo de la excellente photographe américaine Inge Morath, la famille Picasso, soirée de guitare en 1954. Et l'on voit à gauche, c'était Lola, Javier Vilato, donc le neveu de Picasso, et la mère de Picasso, qui est cette bonne femme habillée en blanc, qui avait les mêmes yeux scintillants et forts, la mirada fuerte, qu'on dit, du fils Picasso. À Paris, en 1921, Miró peint La danseuse espagnole, c'est ce que vous voyez ici. Nous croyons qu'à l'origine il y a son souvenir de Olga avec mantille de Picasso, peint à Barcelone en 1917. Est-ce que Miró aurait pu voir ces tableaux? Eh bien si, oui, sans doute il aurait pu le voir, ces œuvres peintes par Picasso à Barcelone, chez la mère de Picasso, à qui il visitait avec sa mère. Comme j'ai dit, ça se faisait souvent, rendre visite aux parents, aux amis de la mère, etc., etc. Les deux portraits sont de femmes de trois quarts, c'est-à-dire en genre classique, habillées à l'espagnol, les deux avec peineta, ces choses-là pour mettre la mantille, et les deux se réfèrent à ce qu'on intitule le retour à l'ordre, qui s'établit en Espagne en 1905 et en France vers 1917. Dans l'art de ce Miró réaliste que nous voyons ici, il y a aussi l'influence du cubisme, évidemment, la peineta qui est complètement plate et le traitement du châle de Manille, de Léger, dans ce collier de perles, tout le monde se souvient des perles de Léger, et peut-être de la nouvelle objectivité allemande qui est bien en vogue dans ces années 15, 16, 17, 18. Miró aussi a écrit à un ami de Catalogne qui s'appelait Rafols. Il faut aller de l'abstraction à David et Raphaël avec l'agilité d'une panthère. Et cette panthère est Picasso. Donc pour lui, non seulement il admirait l'art de Picasso, mais aussi il le citait comme exemple de ce mélange entre la tradition dans le sens d'un classicisme non académique, mais d'un classicisme, et de l'avant-garde, c'est-à-dire l'abstraction et le cubisme. Un autre thème qui les unit est celui du dessin automatique ou de la ligne sinueuse, ou en boucle, comme on voit dans certains exercices inspirés de la calligraphie. Picasso aimait accomplir la prouesse de dessiner un personnage ou un animal d'un seul trait ou d'un trait continu. Il a commencé à faire ça pour l'illustration du livre de Cocteau, de Jean Cocteau, Le coq et l'arlequin, en 1918. C'est le dessin qu'on voit à droite, qui s'appelle Gallo, le coq, en 1918. Et Miró lui rend un hommage très direct en incluant ce livre dans sa toile Cheval, pipe et fleurs rouges de 1920 qu'on voit à gauche de l'image. Mais après, en 1924, Picasso a fait une sorte de constellation linéaire. C'est la photo à gauche, c'est l'illustration pour le chef-d'œuvre inconnu, qui est un livre de Balzac, comme vous le savez. Constellation donc de points reliés par lignes et lignes avec des points où elles se croisent. Les surréalistes les ont vues comme automatiques et ils les ont reproduits dans la fameuse revue La Révolution surréaliste. Dans mon livre, je les ai proposés comme une possible source d'inspiration pour les constellations de Miró, dont je vous montre une. Il y a 23 constellations dans le travail de Miró. Je vous montre une qui est merveilleuse, toutes le sont, mais ça, elle est très fameuse. C'est celle appelée « Le bel oiseau révélant l'inconnu à un couple d'amants ». Vous savez peut-être que les constellations ont été commencées en 1940, finies en 1941, commencées en Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale et finies déjà en Espagne, à Barcelone, en 1941.
Évidemment, le ciel et les étoiles étaient déjà présents dans l'art de Miro. Par exemple, on sait que le père de Miro aimait l'astronomie, mais surtout que Joan Miró, déjà adolescent, jeune, adulte, il se passionnait à regarder le ciel pendant les nuits d'été à Montroig, à la campagne, à côté de la mer. Donc ici, moi j'étais même très amie à Jacques Dupin, les grands étudieux de Miro, le meilleur biographe de Miro, l'auteur du catalogue raisonné avec Ariane Lelon de Miro. Et quand j'ai fait ce petit livre, je lui ai dit, mais Jacques, comment ça se fait que personne n'a cité ces illustrations pour le chef-d'œuvre inconnu avec les constellations de Miro? Et il a dit non, Victoria, personne ne l'avait remarqué, mais c'est très bien vu et c'est évident que ça a une similitude formelle évidente. À la même époque, Picasso fait les décors du ballet Mercure, avec musique de Satie et chorégraphie de Massine. Ces décors, dont je vous montre à gauche, en haut et en bas, les décors pour Mercure, quelques-uns, parce qu'il y avait d'autres, mais deux très particuliers, et je m'excuse pour les photos, mais ce sont les seuls qu'on trouve, et ce sont des photos d'époque, de Valéry. Et ces décors, comme je dis, par la simplicité et ingénuité, entre guillemets, sont très proches aux œuvres de Miro. Je vous passe à côté un dessin de 24 de Miro, La danse, en haut, avec simplement quelques lignes, et aussi cette chevelure typique de Miro avec une ligne très simple. Et ce n'est pas, et en bas, un nu descendant l'escalier de 24, où c'est nu, ce n'est que des lignes de petits points, et l'escalier, c'est très schématique aussi. Ce n'est pas par hasard, comme je disais, que Breton a parlé des jouets dans son commentaire sur le ballet Mercure. Et je cite Breton. Plus tard, il a dit « Qui sait, nous reverrons comme c'est de notre enfance le jouet de toute notre vie. Cette impression, je ne l'ai jamais éprouvée si fortement qu'à l'occasion du ballet Mercure de Picasso. » C'est cette allusion à quelque chose d'extrêmement simple et pur qui nous fait penser à Miro dans le dessin préparatoire et les décors de Picasso. Mais c'est dans la prochaine image dont je vous montre à droite l'œuvre de Miro, La naissance du monde, qui est très similaire à un autre image du décor pour Mercure de Picasso, où l'on peut se demander laquelle est l'influence de qui sur qui. Parce que je ne sais pas si la naissance du monde est postérieure à celle du décor du Picasso ou de la même époque. Miro a effectivement assisté au ballet. Une lettre de lui ainsi le prouve. Il a dit « Ah, c'était bien », il écrit à Picasso, il dit « C'était bien cette soirée ensemble pour l'occasion du ballet de Mercure ». Est-ce ce personnage à la tête blanche du Miro un souvenir du décor picassien? C'est une conjecture, c'est une suggérance que je vous fais. Après, entre 1926 et 1929, Miro va créer une série de toiles qui se trouvent entre les meilleures de sa production. Et aussi, maintenant vous voyez à droite, une autre fameuse toile de 26, c'est toute une série de paysages imaginaires, ils sont appelés comme ça, personnages lançant une pierre à un oiseau. Il crée, comme je dis, cette série d'étoiles. Et les déformations qu'il inflige à ces figures, en leur donnant un aspect malléable, ont, à notre opinion, influencé quelques œuvres de Picasso. C'est encore une fois André Breton qui, après Waldemar George, qui était un grand critique d'origine allemande, unira le nom de Picasso et de Miro. Il a dit quelque chose de si inattendu comme que l'influence de Miro a été déterminante sur Picasso. Dans Femme debout de 1927, Picasso, à gauche, peint un énorme pied qui nous fait penser au pied démesuré de Miro, que Miro a commencé à peindre avec La paysanne de 1922 et qui apparaît tout seul dans son personnage lançant une pierre à un oiseau de 1926. Avait Picasso vu cette série d'œuvres de Miro qui se caractérise par la malléabilité des corps? En fait, Miro aurait pu le lui montrer lors de son voyage à Barcelone, ses œuvres, ou bien non,
parce qu'il écrit à Sébastien Gasc, qui était un critique d'art catalan, en lui disant que personne n'a vu ce qu'il fait. Mais Picasso était, comme on dit, un grand déprédateur de l'art des autres. Et alors, je peux conjecturer, je peux penser que peut-être à Barcelone, déjà Picasso lui aurait demandé « Est-ce que vous me montrez ce que vous êtes en train de faire ?» Parce qu'il était vraiment plus que curieux. Hein. En tout cas, la série de corps et de têtes féminines de Picasso de 1927 montre des corps aplatis et des membres complètement déplacés. Les corps s'est démanchés, les yeux déplacés, les bras sont sans main. C'est une anatomie réinventée, récomposée selon l'imagination ou le rêve. Souvenons-nous de l'idée bataillienne de bataille, de l'informe, que Georges Didier Huberman voit comme le pouvoir qu'ont les formes elles-mêmes de se déformer toujours, un processus où la forme s'ouvre, se dément, où la forme s'écrase. Certes, l'article de bataille, intitulé « Le bas matérialisme et la gnose », n'est paru à la revue Document qu'en 1930. En 1929, Bataille aussi a écrit un autre important article appelé « Les gros orteils », où il maintient que le pied est la part la plus humaine du corps humain. Comme lui, Michel Leiris, le fameux poète, aboutira aussi à une subversion du nu conventionnel, propre et ratissé, c'est-à-dire du beau idéal. Mais pour la possible influence, je vous passe cette œuvre de Miro, un peu une année postérieure, mais pour que vous voyez que l'amitié entre Miro, Bataille et Leiris était bien claire, bien connue, et que les deux écrivains étaient aussi, comme nous le savons tous, très amis, même intimes, de Picasso. Ici, le tableau s'appelle « Musique, scène, Michel, Bataille » et moi. Michel, évidemment, c'est Michel Leiris. En particulier, Leiris parle de liquéfaction pour se référer aux œuvres de Miro. Et, je cite Leiris, « cette fuite mollasse de la substance qui rend toutes les choses pareilles à des méduses ou à des pulpes ». La même idée d'un corps comprimé, condensé, mutilé, sans trop le paraître, est exprimée par des œuvres de Picasso comme le Minotaure, que nous voyons ici, de 1928, et l'Acrobate, que je vais vous passer immédiatement. Dans la première, il n'y a pas de torse, mais seulement tête et jambes. Un papier collé fait la forme d'un énorme phallus. Dans la deuxième, qui est l'acrobate, cet acrobate, ce personnage se déploie par toute la toile jusqu'à toucher les limites. Sa légèreté et sa souplesse sont telles que les spectateurs comprennent tout de suite cette soustraction du torse, parce que le mérite de l'acrobate est de s'appuyer avec les mains et les pieds. Ces personnages, donc, à mon avis, ont beaucoup en commun avec ceux de Miro. Un autre sujet qui les unit, c'est celui de l'assassinat de la peinture. Miro, en 1927, il a dit « il faut assassiner la peinture ». Et en fait, ce qu'il voulait, c'est assassiner la corruption dans la peinture, c'est-à-dire d'en finir avec les métiers et aussi la répétition de formules dans son propre style. Parce que Miro, qui a eu un grand succès avec son exposition de 1928 à la galerie Bernheim, je ne sais pas comment on prononce, considérait qu'il y avait le risque de s'escléroser. Et il avait raison. Comme beaucoup de peintres ont ce problème-là à un moment de sa vie. Il voulait donc aller au-delà de la toile et des pigments. Il voulait expérimenter avec d'autres supports et d'autres matériaux. Et donc, il a créé divers collages, surtout quelques-uns appelés danseuses espagnoles, comme celui-ci que je vous montre. Et dans celui-ci, Danseuse espagnole de 1928, il a fait cadeau à Breton et on ne voit qu'un bouchon, un épingle de chapeau et une plume. Maintenant, ça a toujours été dans la maison de Breton et maintenant, il est rentré dans les collections de Centre Pompidou après une donation de Aube Breton, la fille de Breton. Dans une autre œuvre, la danseuse espagnole de 1928, la danseuse est représentée seulement avec un triangle et un soulier de flamenco. Mais ici, il utilise des éléments subtilement agressifs comme le papier vert et les clous, que je suppose que
bon, ce n'est pas très clair dans l'image que vous avez, mais le papier vert est cloué avec ce petit clou. Hein. À côté, nous voyons la guitare de Picasso de 1926, publiée tout de suite un mois après dans Cahiers d'art. La guitare de Picasso est beaucoup plus agressive, avec ses clous effilés et très longs qui sortent du tableau. Curieusement, les deux œuvres ont été exposées ensemble à la peinture des filles à la galerie Goemans en 1930. Mais je vous rappelle que Picasso, typique de lui, il avait exprimé son désir d'inclure des lames de rasoir dans une de ses œuvres intitulée Guitare, disait-il, pour que le spectateur se blesse. Donc Picasso était beaucoup plus, disons, violent dans ses désirs, dans sa pensée, que Miro, qui était beaucoup plus subtil. Il y a un autre thème que j'ai appelé dans mon livre « Les femmes monstres ». Les deux artistes avaient des visions traditionnelles des femmes, mais très différentes. Néanmoins, les deux nous ont offert des visions des femmes monstrueuses, soit dérivées de ces expériences, soit comme symbole de la douleur des êtres humains. La femme incarnant la victime. Miro l'a considérée comme part de la nature, comme quelque chose de solide et même protecteur, maternel, si l'on exclut ces monstres des années 30 qui correspondent à des années socialement et politiquement convulsives. Alors, comme je dis, les deux artistes avaient ces différentes visions de la femme, mais les deux nous ont donné des visions des femmes monstrueuses, la femme incarnant la victime. Miro, c'est très intéressant, Miro l'a considérée comme part de la nature, comme quelque chose de solide et même protecteur, maternel, si l'on exclut ces monstres des années 30 qui correspondent à des années socialement et politiquement convulsives. L'angoisse et la douleur sont les causes du déchirement de la femme de Miro à gauche, Femme assise de 1932, tandis que moi je dirais que c'est plutôt l'hystérie et aussi la douleur du grand nu de Picasso qui est l'œuvre à droite. Il faut aussi se rappeler que de la part de Picasso, il a eu beaucoup de problèmes avec Olga, avec toutes ces femmes, on peut dire, mais avec Olga beaucoup, parce que c'était la première femme légale. Il s'est vraiment marié par l'Église avec elle. Et Olga était très jalouse, avec beaucoup de bases pour être jalouse, mais surtout, elle est devenue très difficile et aussi avec des accès d'hystérie. Et on dit que les œuvres de Picasso de 1927, 28, 29 montrent cette douleur et cette angoisse aussi de Olga, par exemple ici, le nu dans un fauteuil. Tandis que Picasso a eu une vie sentimentalement, maritalement très tranquille avec sa femme Pilar, mais c'est vrai qu'en 1932, à l'occasion de faire des décors pour un ballet, il a eu une toute petite affaire avec une danseuse, c'est la seule chose qu'on lui connaît comme infidélité, qui sait si aussi, tout cela ce sont des conjectures, si ça parle de ces petites affaires avec la danseuse et la douleur de sa propre femme. Lors de la guerre civile espagnole, Picasso a peint le Guernica. Avant, je vous montre deux autres femmes monstres que je vais vous passer un peu rapidement parce qu'on m'avait dit que ma conférence ne devait être que d'une demi-heure, donc j'ai coupé un tout petit peu, mais quand même je vous le passe parce que vous voyez la grande ressemblance entre ces bouches ouvertes de Miro dans un dessin de 1934 et à droite de Picasso, La femme au stylet, pleine de violence de 1931. Et ces grandes bouches ouvertes avec les dents très pointues, on le verra surtout à Guernica, qui est, je crois, la prochaine image. Donc, lors de la guerre civile espagnole, Picasso a peint le Guernica, comme tout le monde le sait, et les deux artistes ont participé ensemble au pavillon espagnol de l'exposition de Paris de 1937.
Donc, je vous propose maintenant de voir une œuvre beaucoup moins connue de Miro, qui sont ceux de là, pas une mais deux. À droite, La femme en révolte de 1938, plus petite que son paysan catalan en révolte, qui est une œuvre disparue, qui a été sa participation dans le pavillon espagnol de la foire de 1937 de Paris, et que Jacques Dupin a signalé. C'est une œuvre très intéressante, celle de droite, La femme en révolte, qui est de nos jours au Centre Pompidou, qui montre cette figure féminine avec une faucille, donc c'est une paysanne, et qui montre une étrange jambe phallique, comme vous voyez, mais surtout des maisons avec des brûlés en deuxième rang, ce qui semble être une métaphore de Guernica, évidemment. Et surtout, je vous montre, je ne sais pas où ça se trouve, mais que j'ai trouvé la reproduction lors que je faisais ce livre, à gauche, ce projet pour un timbre qui n'a jamais été imprimé, mais qui a même les avions qui bombardent. Mille merci. Ça, c'est arrivé. Donc, il y a même les avions dessinés d'une façon un peu infantile ou un peu simpliste, mais typiquement mironienne aussi. Et il y a la femme qui court et l'enfant mort. Donc, des éléments qui sont très, très similaires au motif de Guernica. Finalement, je vous passe les sculptures. Les sculptures, comme on sait, c'est Picasso qui a innové dans le XXe siècle. Picasso a presque tout innové dans le XXe siècle, mais aussi dans les sculptures, ce qui n'est pas très souvent cité, parce qu'il a incorporé en 1914 une vraie cuillère dans son verre d'absinthe. Et en 1934, il a commencé à faire des sculptures avec toutes sortes de matériaux, desquels faisait des moules en plâtre. Il a pris du papier froissé, des feuilles, des oranges. Et par exemple, ici à gauche, on voit le grand oiseau de 1942, où on voit une planche en métal qu'il a très probablement trouvée par terre. Et c'était des objets trouvés détournés, si on peut dire. Alors Miro a fait sienne cette même idée, il l'a même explicité maintes fois, sa dette envers Picasso. Il a parlé que l'accident, donc les objets trouvés, mais que surtout les objets utilitaires ou disons quotidiens qu'on trouve à la portée de la main, comme il a dit Picasso a fait, c'était très important pour son travail parce que ça lui donnait des idées pour développer les sculptures. Et il a pris des objets quotidiens que finalement il coulait en bronze. Donc ici, je vous montre le projet pour un monument de 1954 et la femme de 1946. Dans celui de 1946, c'est vraiment des objets trouvés parce qu'il y a une pierre, il y a un os. Et par contre, celui de 1954, ce sont des objets trouvés, mais coulés en bronze, comme je vous dis. Et je crois que j'ai... Oui, encore une autre. Pour en finir, il y a aussi des similitudes formelles qui ne se correspondent pas à des mêmes points de vue sur un thème, en particulier sur la femme. Mais il y a des... Moi, j'aimais voir des similitudes formelles et à coller des images les unes à côté d'autres parce que j'aurais pu faire un livre beaucoup plus grand. Mais bon, à l'époque, c'était comme ça. On faisait des livres plus petits et les éditeurs ne voulaient ou ne pouvaient pas reproduire tellement d'images de Miro et Picasso qui étaient très chères. Mais il y en a pour faire vraiment tout un autre livre beaucoup plus grand. Chez Miro, dans sa vision de la femme, comme je commençais à parler, il y a une prolongation de l'archétype de la déesse mère. Ces femmes, non seulement ont des énormes sexes, mais aussi sa taille est souvent beaucoup plus grande que celle des hommes. La forme d'œuf, d'amande ou de coquille est très habituelle dans la céramique de Miro, qui a fait dire à Pierre de Mandiargue de grandes matrices universelles. Ces femmes en céramique ont très souvent des petites têtes, comme on voit à droite dans cette femme de 1945. Les bras sont réduits à des minuscules protubérances et ont une énorme ouverture
qui est à la fois vagin et matrice. Pour Picasso, par contre, la femme incarnait la beauté ou bien l'hystérie, et elle était le réceptacle des émotions. Vous savez qu'il a dit cette fameuse phrase, la femme, il est un paillasson ou une déesse. Ici, il partage la vision d'une femme comme un être primitif. Voilà sa femme à gauche, en 1948, fortement sexualisée, avec des bras minuscules et la tête qui se confond avec sa matrice. Et je vais finir avec ça, parce que j'aimerais qu'on fasse un petit colloque, parce qu'on m'avait dit d'être courte dans mon exposé. Et je vais finir en disant que, même au risque de paraître stéréotypée, je dirais que, je l'ai fait exprès, je dirais que la femme picassienne baisse la tête, tandis que celle de Miro la dresse. C'est une simplification, mais pour finir mon propos et initier un petit dialogue, je trouve que ça, c'est déjà bien. Merci. Bon, j'aurais pu parler beaucoup plus, mais je pense que c'est très bien qu'on me pose des questions, et aussi je peux amplifier un peu le sujet, parce que j'ai vu qu'il y a eu des collègues de moi qui ont parlé toute une heure. Par exemple, avant d'écouter vos questions, de vous expliquer comment c'était différente la réaction de Picasso et de Miro lors de la guerre civile espagnole. Parce que Picasso a décidé de jamais rentrer en Espagne lorsque Franco serait vivant, et il l'a fait, parce que Picasso est mort avant Franco, qui est mort en 1975, et Miro, par contre, il a décidé, comme je vous ai expliqué, de rentrer en Espagne. Mais il a rentré un peu en incognito, comme quelques gens faisaient alors. Il avait participé au pavillon républicain, donc il était contre Franco, et il était soi-disant, ce qu'on dit en espagnol, un rojo, donc pas un nationaliste, pas un fasciste, au contraire. Il était sur une liste peut-être, mais à l'époque, pendant la guerre civile en Espagne, tout le monde avait des familiers, je ne sais pas, des parents, des amis, dans l'autre côté de la guerre. Alors, on suppose que c'est comme ça qu'il a pu rentrer en Espagne. Il a vécu à Barcelone, et après, il s'est isolé dans une espèce d'exil intérieur à Majorque. Mais dans les années 60, il a participé très, très activement dans la lutte antifranquiste, avec des affiches, des donations de dessins, des tableaux. Il a beaucoup aidé les jeunes antifranquistes. Donc, c'était pas... Surtout, il ne faut jamais dire que lui, il s'est passé je ne sais pas comment on dit bando, au côté franquiste, mais au contraire. Mais pour ces circonstances familiales, il a décidé de rentrer. Picasso regrettait beaucoup l'Espagne, ça lui manquait beaucoup. Il a toujours bien reçu ceux qui venaient de l'Espagne, parce qu'il le faisait raconter des anecdotes de Barcelone, de Malaga, où il était né, de Barcelone, où il avait vécu. Mais il était très têtu, et il ne voulait jamais que ça soit dit que Franco l'avait apprivoisé, et qu'il est rentré dans son pays quand le dictateur était là. Donc voilà, deux positions très différentes, mais ça n'a nui en rien à son amitié. Ils se sont vus dans les années 50, 60, jusqu'à la mort de Picasso. Enfin, je suis complètement ouverte à vos questions. Siliana. Bonjour. J'aimerais savoir la différence, comment Picasso était à la fois un précurseur et un copieur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sa démarche d'esprit par rapport à ces deux tendances? Oui, très bonne question. Oui, il était les deux choses à la fois, parce qu'il était tellement inventif. C'est pour cela qu'on dit le génie Picasso. Il y a des jeunes surtout, qui n'aiment pas ce mot génie, mais moi je trouve qu'il y a des artistes qui sont bien supérieurs à d'autres artistes, qui sont plus grands, et dans le cas de Picasso, je suis d'accord qu'il est un des grands.
Et il était tellement original, on dit, qu'il a inventé beaucoup de choses, le papier collé, le cubisme, les objets dans les sculptures. Mais quand vous me parlez de copieurs, et moi je dis des prédateurs, qui prenaient de tous les côtés, ce n'est pas qu'il avait ce regard fixe et puissant, c'est que vraiment il regardait avec son cerveau et il regardait beaucoup. Il se faisait toujours montrer tout. Par exemple, dans le Musée national d'art de Catalogne, qui est ouvert, je crois, dans les années 30 ou quelque chose, il se l'est fait ouvrir pour lui et voir toutes les collections, tous les sous-sols, tout, même si les peintres étaient d'une troisième catégorie, il voulait tout regarder parce qu'il pouvait toujours prendre une idée d'ici ou de là. Et en fait, moi j'ai fait ça avec Picasso, avec Miro, mais je suis sûre qu'on pourrait parler d'autres chassés, croisés avec d'autres artistes, peut-être avec Lame, ou je ne sais pas, avec Braque, c'est évident. Ils ne signaient même pas les tableaux de l'époque cubiste parce qu'ils étaient comme des frères. Et Picasso, qui était très méchant quand même et un peu pervers, il a dit « Braque, c'est ma femme ». C'est qui, à l'époque, ce n'était pas un éloge, c'était un peu comme dire « c'est mon conjoint, là, Braque, c'est ma femme ». Mais pour dire que vraiment, tout le temps, il était en train de piller des idées de tous les côtés. Hein. C'est comme ça. Oui, il y a une autre. Bon, comme c'est le festival Espagne Pays Invité, est-ce qu'ensemble, on sait s'ils ont eu des discussions sur les peintres espagnols et s'ils ont ensemble été influencés par des peintres, par les mêmes peintres, ou si au contraire... J'écoute très mal votre question. Est-ce qu'ensemble, ils ont discuté sur la peinture espagnole, sur les influences qu'ils ont pu avoir, ou sur les rejets, enfin, dans leur discussion en tant que deux peintres d'origine espagnole? Ah, les deux, ensemble. Les deux, voilà, oui. Ah, alors, que je sache, non, mais je suis sûre qu'ils parlaient des peintres qu'ils aimaient. Par exemple, Picasso, dans la peinture espagnole, il aimait beaucoup el Greco. Il aimait beaucoup la peinture traditionnelle de Zurbarán, Goya, ce qu'on dit la tradition espagnole. Il aimait beaucoup. Et Miro, dans la peinture espagnole, il aimait aussi la peinture espagnole traditionnelle, mais on n'a pas de recueils ou des phrases, parce que moi j'ai tout lu sur les deux, parce que mon spécialité c'est Miro, donc je sais tout ce qu'il pensait, et j'ai beaucoup écrit ou assez écrit sur Picasso, et je ne me souviens pas des phrases exactes sur les peintres espagnols, mais les deux, ils appréciaient la peinture espagnole dite traditionnelle, que pour nous c'est le XVIIe siècle jusqu'à Goya. Hein. Après, il y a d'autres peintres qu'ils aimaient, comme Ingres, par exemple, qu'on voit bien pour la ligne claire autant le Picasso qu'on dit de la ligne claire, le Picasso des années 20 néoclassiques, ses dessins à l'ingresque, qu'on dit à la Ingres, et la ligne claire de Miro. Donc il y a aussi d'autres concomitances que j'aurais pu nommer, c'est vrai. Une autre. On connaît la dette de Picasso envers González, notamment dans les sculptures que vous avez, les sculptures en métal, dont vous avez montré un spécimen précoce. Est-ce qu'il y a un rapport entre González et Miro? Je crois que non. Ils sont tous les trois au pavillon espagnol en 1937. Oui, c'est-à-dire ils se connaissaient. En plus, González était à moitié catalan, dans le sens qu'il a fait toute sa formation à Barcelone. Et aussi, maintenant je me souviens que comme Miro a commencé mais seulement il a fait un ou deux bijoux, c'est-à-dire que je crois c'est sûr qu'il a connu l'œuvre de González très bien, ça c'est sûr, mais il n'y a pas d'influence que je sache entre González et Miro, mais il y a dû avoir une bonne relation personnelle, non seulement par le pavillon, mais avant. Parce que pour ce que je vous dis, parce que le Miro très jeune, quand il a commencé, il a fait des bijoux.
Et peut-être il a connu l'œuvre comme bijoutier de González, qui a fait des bijoux aussi. Hein. González, par contre, comme vous le dites, il a été très important pour Picasso parce qu'il lui a montré la technique pour solder, de la soldadura, non? Oui, soldure. Et aussi, on dit que c'est que j'ai passé ces dessins pour les chefs-d'œuvre inconnus de Balzac. On parle des sculptures linéaires de Picasso en relation avec Julio González. Par exemple, pour le monument apollinaire, le projet de monument apollinaire, parce que finalement, ça n'a pas été fait parce qu'ils l'ont trouvé, le comité l'a trouvé trop avant-gardiste. Mais ça a été une très bonne relation entre Picasso et González, ça c'est vrai. Mais pour l'autre, c'est mieux que ça. Merci. Je crois qu'il y avait une autre par là, et peut-être on va finir. Oui, Picasso a séjourné avec Braque et Juan Gris, je crois, qui est un peintre catalan, en Catalogne française, à Céret, où ils ont surtout travaillé le cubisme, je crois. Et quelle est cette influence? En fait, Miro n'était pas très loin, il était de l'autre côté de la frontière. Est-ce que Miro s'est joint à eux? Est-ce qu'il y a eu une influence? Non, pas du tout. Pas d'influence? Non, parce que Miro était trop jeune à l'époque. Ah, d'accord. Si je ne me souviens pas, parce que ça fait longtemps que je n'explique pas le cubisme, mais bon, disons que c'était les années 14 ou quoi que ce soit, c'était pendant la Première Guerre mondiale, ou 15 ou 16, et donc Miro était trop jeune, et c'était l'époque où il commençait à exposer à Barcelone. Sa première exposition a été en 1918 à Barcelone. Moi, j'ai fait un autre livre qui s'appelle Miro et ses critiques. Comment les critiques ont réagi au premier Miro, parce que c'est entre 1918 et 1929. La première exposition de Miro a été très controversée. Figurez-vous qu'il y a eu des peintres, même jeunes peintres, mais disons beaucoup plus académiques, qui lui ont arraché ses dessins, parce qu'à l'époque, on n'encadrait pas les dessins, on n'avait pas l'argent pour ça, et surtout pour un jeune peintre. Et donc, l'année 18, il était un homme de 20 ans, il était trop jeune. Après, c'est quand il passe à Paris en 1920 qu'il peut avoir sa première exposition à la Licorne en 1921. Et ça a un succès très modéré, mais déjà, la moitié des critiques, j'ai découvert que déjà il disait c'est quelqu'un qui donnera à parler à la critique et qui est doué. Et c'est un autre aspect de ma conférence que malheureusement j'ai ôté parce que je croyais que j'avais pas le temps, mais que les critiques français ont dit voilà quelqu'un d'intéressant qui est disciple de Picasso, disciple dans le cubisme. Donc il ralliait Miro à Picasso dans le cubisme, parce que Miro montrait ses toiles avec une influence cubiste. Les premières toiles de Miro, bon, les deuxièmes, disons, ont cette influence cubiste, les toiles de 1920. Hein. Mais non, je suis sûre que Miro a connu Juan Gris. Tout le monde aimait Juan Gris, qui était une excellente personne, qui est mort très jeune, et je suis sûre qu'il se connaissait de Paris, parce que Miro, comme je dis, il a vécu la moitié de sa vie à Paris. Hein. Mais non, il ne pouvait pas être à Céret. Il a été influencé? Non, et bon, c'est-à-dire, ça n'a jamais été étudié. Parce que ce que vous me dites, c'est intéressant, parce qu'il y a peu de toiles de ces années 20 qui sont dans cette nouvelle objectivité, pour le dire, en une certaine façon. Mais à ma connaissance, personne n'a mis à côté ces deux artistes. Et moi-même, comme je voulais parler de Picasso et Miro, je ne l'ai pas regardé en détail. Il faudrait analyser ce qu'ils ont pu voir, qu'est-ce que l'un peignait et l'autre peignait à ces années-là. C'est une très bonne question. Je vais y réfléchir. Et bon, on va dire une autre encore, parce qu'après, je dois prendre mon train, que j'espère ça va plus ou moins marcher. Alors, une dernière, s'il y en a. Bon.
C'est un petit peu plus général. Qu'est-ce que vous pensez du collage par rapport à la peinture? Est-ce que c'est un sous-art ou c'est considéré autant comme de l'art que la peinture? Oui, non, moi, personnellement, je suis passionnée du collage et je trouve que non, pas du tout. C'est un genre très important. C'est Braque qui a commencé, c'est Picasso qui a très grandement développé ça, mais c'est surtout les Dada et les surréalismes qui ont beaucoup exploré le collage. Je pense que de nos jours, en ce moment, le collage est, je n'ose pas dire très à la mode, mais comme je vois toutes les foires de la Fiacre, Frise, Masters, toutes les grandes foires, dans les dernières 5 années, il y a beaucoup de collages, même dans les arts contemporains, même dans les jeunes artistes, et ils développent la technique du collage avec d'autres façons de traiter le collage. Donc, pour moi, c'est très intéressant parce que j'aime le collage, je collectionne de collages, donc je suis ravie que vous me demandez ça. Et de nos jours, il y a même beaucoup comme nous savons, il y a des livres dédiés au collage, et je crois que ça a un avenir très long devant lui, parce que ce n'est pas un genre mineur, pas du tout. C'est un peu comme les objets. Les objets étaient très mal vus dans le commerce de l'art, parce que je suppose que le collectionneur disait « Ah, ça va tomber, je ne saurais pas comment le préserver, ça va être plein de poussière. » Mais donc ça a été l'époque Dada, où beaucoup de choses se sont perdues par les guerres, des choses comme ça, mais avec le pop et avec l'art pauvre dans les années 70, et surtout de nos jours avec les installations, l'objet devient un des matériaux le plus utilisés qu'on voit très souvent dans nos musées et dans l'art contemporain. Donc les choses changent et les techniques aussi. Et je vous remercie beaucoup d'être venus. Merci bien.